Aujourd'hui, on va résoudre un système d'équations linéaires à l'aide de la méthode de Gauss-Jordan. Je vous rappelle que lorsqu'on résout un système d'équations, on peut arriver à 3 cas possibles, c'est-à-dire une solution unique, une infinité de solutions ou aucune solution. Donc, dans mon exemple ici, j'ai pris un système de 3 équations, 3 variables. Je vous rappelle que chacune de ces équations-là ici représente un plan dans R3. Puis lorsqu'on va résoudre, dans le fond, on va arriver à trouver est-ce que les 3 plans s'intersectent en un seul point? Est-ce qu'il y a une infinité de points communs entre les 3 plans ou est-ce qu'il n'y a pas de points communs du tout entre ces 3 plans-là? Donc, pour arriver à résoudre, on va appliquer la méthode de Gauss-Jordan et pour ce faire, il faut traduire le système d'abord sous forme matricielle. Donc, pour faire ça, on va définir ce qu'on appelle la matrice des coefficients. Donc, la matrice des coefficients, je vais l'écrire ici, elle va être formée, en fait, sur la première ligne des coefficients de nos variables en tenant compte du signe. Donc, ici, ça va être 3 moins 2 et là, ici, devant le Z, par défaut, il n'est pas écrit, mais par défaut, c'est 1. Donc, ici, je vais écrire sur la première ligne 3 moins 2, 1. Je vais fermer ça ici. Sur la deuxième ligne, je prends les coefficients. Donc, j'ai 2, 1, moins 3. Et sur la troisième ligne, 12, moins 1, moins 7. OK. Mais si je veux réécrire le système sous forme matricielle, je vois ici que j'ai des variables. Elles devraient réapparaître aussi sous forme matricielle. Donc ça va être formé, on appelle ça la matrice des variables. Donc c'est une matrice colonne ici. Je vais prendre X, Y et Z, les variables qu'on voit apparaître dans le système d'équations. Mais remarquez qu'il y a des égalités ici, il y a une équation, donc il faut qu'on conserve la même chose ici. Donc, je mets égal, et la dernière matrice, ça va être, on appelle ça la matrice des constantes. Donc, 1, 3 et 11. Donc là, je viens de réécrire autrement, mais sous forme matricielle, notre système d'équations ici. Par contre, si on veut appliquer la méthode de Gauss-Jordan, on ne l'appliquera pas directement sous cette forme-là. On va l'appliquer sur ce qu'on appelle la matrice augmentée. Donc, la matrice augmentée, c'est qu'on prend la matrice des coefficients et on lui augmente la matrice des constantes. Et à partir de là, on va travailler sur cette matrice-là pour appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc, je vais écrire la matrice augmentée ici. Donc, 3 moins 2, 1. Puis quand on dit qu'on l'augmente, c'est qu'on rajoute une ligne verticale comme ça et on lui augmente ici la valeur 1. Puis là, je refais ça pour la ligne 2 et la ligne 3. Donc 2, 1, moins 3 avec 3. Et finalement, 12, moins 1, moins 7 et 11. Voilà. Et donc là, on est prêt à appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan. OK, donc là, on est prêt à appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan qui consiste à rendre la matrice augmentée sous la forme d'une matrice échelonnée réduite. Et pour arriver à faire ça, il faut appliquer des opérations de ligne. Donc, une des conditions de la matrice échelonnée réduite, c'est que sur les lignes non nulles, le premier élément croisé doit être 1. Fait que là, quand je regarde ici cette matrice-là, le premier élément que je croise, c'est pas 1 sur cette ligne-là qui n'est pas nulle. Donc, il faudrait en fait que j'arrive à obtenir l'élément 1 à cette position-là. Mais là, pour l'instant, c'est 3. Donc, avec les opérations de ligne, comment je pourrais obtenir 1 ici? Il n'y a pas juste une façon, en fait, d'arriver à la matrice échelonnée réduite. Mais ici, une chose que je pourrais faire, ça serait multiplier cette ligne-là au complet par 1 tiers. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais avoir 3 fois 1 tiers. Puis là, je vais avoir l'élément 1. Mais ce n'est pas la seule façon. Je pourrais aussi me dire, OK, je vais faire la ligne 1 moins la ligne 2. Parce que 3 moins 2 ici, ça va me donner 1. Donc, il y aurait aussi cette option-là. Moi, je vais prendre la deuxième cette fois-ci. Il ne faut pas oublier que ce qu'on fait sur un élément, on le fait sur tous les éléments de cette ligne-là. Donc, pour montrer que, en fait, les opérations de ligne nous amènent à des matrices équivalentes. Donc, je dis que cette matrice-là va être équivalente. Puis là, ça veut dire que ma ligne 1,
va devenir en fait ligne 1 moins ligne 2. C'est ça qu'on a dit. Donc, je vais appliquer ça à chacun des éléments de la ligne 1. La ligne 2 puis la ligne 3, elles, vont pas changer. J'ai rien modifié. Donc, moi, ce que je fais, souvent, vous n'êtes pas obligé, mais moi, ce que je fais, c'est que je réécris les lignes qui vont pas changer. Donc, je réécris directement la ligne 2. Donc, il y a 2, 1, les mêmes éléments. Ça ici, avec 3. Puis la ligne 3 non plus ne change pas. Donc, 12, moins 1, moins 7 et 11. OK. Puis là, je vais appliquer mon opération de ligne. Donc, L1 moins L2. Fait qu'ici, ça me fait 3 moins 2, ça me donne 1. Et c'est ce que je voulais. Mais il faut que je le fasse pour tous les autres éléments de cette ligne-là. Donc ici, je fais moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. 1 moins moins 3 fait que 1 plus 3, ça fait 4. Et finalement, 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc ici, on a appliqué notre première opération de ligne, mais est-ce qu'on est arrivé directement à une matrice échelonnée réduite? La réponse est non. On a bien l'élément 1 ici, mais quand on veut arriver à une matrice échelonnée réduite, ce qu'il faut obtenir aussi, c'est lorsqu'on a l'élément 1 ici, sur la colonne qui contient le 1, qu'on appelle l'élément pivot, il faut que les autres éléments soient des zéros. Donc, il faudrait que le 2 et le 12 qui sont là soient des zéros. Donc, comment je pourrais arriver à ça, toujours en appliquant des opérations de ligne? Il n'y a pas juste une façon. Mais moi, ce que je vais faire, je vais prendre en fait la ligne 2, puis je vais lui soustraire 2 fois la ligne 1, parce que 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Puis je vais faire une autre opération en même temps. Vous pouvez faire plus qu'une opération à la fois. Je vais prendre la ligne 3, 12, puis je vais lui soustraire 12 fois la ligne 1. Fait que 12 moins 12 fois 1, ça va me donner 0 aussi. Donc, de cette façon-là, je vais avoir l'élément 1 ici qui ne changera pas, puis je vais avoir des zéros sur la colonne qu'on va appeler la colonne pivot. Donc, je vais écrire ici mes deux opérations. Fait qu'on a dit que la ligne 2 va devenir en fait L2 moins 2 fois L1. Et la ligne 3 va devenir L3 moins 12 fois L1. Vous remarquerez que la ligne 1 ne va pas changer. Fait qu'elle, je vais la réécrire directement. Elle n'est pas modifiée. Donc, je remets mes éléments. J'ai 1, moins 3, 4, avec le moins 2. Et là, j'applique mes opérations. Fait que pour la ligne 2, on fait quoi? On fait 2 moins 2 fois 1. Fait que ça, on avait dit que ça donnait 0. Mais je le fais pour chacun des éléments. Fait que ça me fait ici 1. Moins 2 fois moins 3. Fait que 1 plus 6, ça fait 7. Ensuite, j'ai quoi? J'ai moins 3. Moins 2 fois 4. Fait que moins 3, moins 8, ça fait moins 11. Et finalement, j'ai 3. Moins 2 fois moins 2. Fait que 3 plus 4, ça fait 7. OK. Donc ici, j'ai obtenu le 0 que je cherchais à avoir. Maintenant, il faut faire sur la ligne 3. Donc, j'applique cette opération-là sur chacun des éléments de la ligne 3. Donc, j'y vais. Je fais 12 moins 12 fois 1. Fait que 12 moins 12, ça fait 0. J'ai ce que je voulais. Ensuite, moins 1. Moins 12 fois moins 3. Fait que moins 1 plus 36, ça fait 35. Ensuite, moins 7, moins 12 fois 4. Fait que moins 7, moins 48, moins 55. Et finalement, 11, moins 12 fois moins 2. Fait que 11 plus 24, ça fait 35. OK. Donc, maintenant, est-ce que j'ai ma matrice échelonnée réduite que je cherche à avoir? Pas encore. J'ai l'élément 1 ici, j'ai des zéros, j'ai une colonne pivot, mais est-ce que ça satisfait toutes les conditions de la matrice échelonnée réduite? Non. Parce que ce qu'il faut avoir, c'est sur une ligne non nulle, le premier élément qu'on croise doit être 1. Si vous regardez la deuxième ligne, qui est une ligne non nulle, est-ce que le premier élément qu'on croise est 1? Le premier élément non nul est 1? Ben non, là c'est 7 ici. Donc, ça veut dire qu'il faudrait, encore une fois, par des opérations de ligne, que j'arrive à obtenir l'élément 1 ici.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a plusieurs façons, encore une fois, mais ici, je vais décider de multiplier l'élément 7 ici par 1/7. Mais il va falloir que je fasse ça sur toute la ligne pour que ça reste équivalent. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais dire que L2 va devenir 1/7 fois L2. Donc, je vais multiplier chacun des éléments de la ligne 2 par 1/7. Donc, ici, la ligne 1 et la ligne 3, toutes les deux ne vont pas changer. Fait que je vais les réécrire tout de suite. 1 moins 3, 4. Là, il faut faire attention de ne pas se tromper en recopiant, c'est ce qui arrive souvent. La ligne 3, 0, 35, moins 55 et 35. Et pour ma ligne 2, ben, je multiplie par 1/7. Fait que 0 fois 1/7, ça fait 0. 7 fois 1/7, ça fait 1. Moins 11 fois 1/7, moins 11/7. Et finalement, 7 fois 1/7, ça fait 1 aussi. OK, donc j'ai mon élément pivot ici. J'en ai un autre qui est là, mais sur la colonne qui contient l'élément pivot, on sait qu'on doit avoir des zéros. Puis c'est pas ce que j'ai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas encore la matrice échelonnée réduite, mais si j'arrive à trouver des opérations de ligne qui font que je vais avoir des zéros là, ben, je vais avoir une étape de plus qui va m'amener vers la matrice échelonnée réduite. Donc là, j'ai plus de place ici, fait qu'on va effacer un petit peu, mais on va trouver les opérations qui vont nous amener à obtenir les zéros qu'on cherche ici. OK, donc, c'est bon, on est prêt. Fait que là, ce qu'on voulait, c'est obtenir des zéros à ces deux positions-là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais faire deux opérations aussi à la fois. Donc, pour la ligne 1, pour obtenir un 0 ici, je pourrais faire en fait la ligne 1 plus 3 fois la ligne 2. Moins 3 plus 3 fois 1, ça va donner 0. Puis on fera ça pour chacun des éléments après. Donc, la ligne 1, dans le fond, va devenir L1 plus 3 fois L2. Mais je veux aussi un 0 à cet élément-là sur la ligne 3. Fait qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire le 35, ligne 3, moins 35 fois la ligne 2. Donc ici, la ligne 3 va devenir L3 moins 35 fois L2. Fait qu'est-ce qui ne change pas ici? Ben, c'est la ligne 2. Donc, je vais remettre directement ces éléments-là. Donc, j'ai 0, 1, 11/7 et 1, moins 11/7. Vous voyez, je suis en train de faire une erreur. Donc, 1. OK, donc là, on y va. Si j'applique cette opération de ligne-là, qui va faire que ça va rester équivalent. Donc, L1 plus 3 fois L2. Fait que 1 plus 3 fois 0. 1 plus 0, ça fait 1. Ça ne change pas. Puis ça, c'est important que ça ne modifie pas mon élément qui est ici, 1. Ensuite, à cette position-là, j'ai moins 3 plus 3 fois 1. Fait que moins 3 plus 3, ça fait bien 0, ce que je voulais. Ensuite, je fais 4 plus 3 fois moins 11/7. Ça va nous donner ici moins 5/7. Là, si vous voulez faire le calcul, parce qu'il y a une fraction ici, vous pouvez faire votre calcul à côté pour être sûr de ne pas vous tromper. Là, je vous l'ai mis directement. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 2 plus 3 fois 1. Fait que moins 2 plus 3, ça va donner 1. Je peux fermer ma matrice. Et là, j'applique l'opération sur la ligne 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 0 moins 35 fois 0. Ben, 0 moins 0, ça fait 0. Ensuite, 35 moins 35 fois 1, 35 moins 35, ça fait 0. Et ici, moins 55 moins 35 fois moins 11/7, ben, ça va donner 0. Vous pouvez encore faire le calcul à côté si vous voulez, comme il y a une fraction. Mais moi, je l'ai fait directement. Et dernière étape, ici, j'ai 35 moins 35 fois 1. 35 moins 35, ça fait 0.
Fait que je me retrouve ici avec une ligne nulle, mais comme la ligne nulle est à la fin des lignes non nulles, ça respecte les conditions d'une matrice échelonnée réduite. Si on regarde, est-ce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour être une matrice, pour répondre aux conditions d'une matrice échelonnée réduite? On regarde le premier élément non nul que je croise dans une ligne non nulle, ici c'est 1. Les autres éléments sur la colonne sont des zéros, donc ça marche. Sur la deuxième ligne non nulle, le premier élément non nul que je croise, c'est 1. OK? Et les autres éléments sont des zéros. Donc, ça marche aussi. Fait que j'ai 2 colonnes pivots. Puis sur la troisième ligne, ben, c'est une ligne nulle. Donc, comme je vous disais au début, ben, est à la fin des lignes non nulles. Donc, ça respecte la condition d'une matrice échelonnée réduite. Fait qu'à partir de là, ben, dans le fond, l'algorithme, on a terminé l'algorithme, puis vous avez votre solution. Mais il va rester à l'interpréter, la solution, parce que vous n'arrêterez pas ici. Donc, comment on fait? Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on avait un système d'équations, puis on l'a traduit sous forme matricielle pour appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan. Quand vous arrivez ici, à ce stade-ci, il va falloir faire l'inverse. Donc, à partir de la forme matricielle, il va falloir repasser à la forme d'un système d'équations avec les variables. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le fond pour arriver à ça? Vous reprenez la matrice des coefficients qu'on a obtenue ici. Je vais vous montrer dans le fond les étapes. Après, vous ne serez pas obligé de toutes les faire, mais une fois au moins. Fait que je prends la matrice des coefficients. J'ai 1, 0, moins 5 septièmes. La deuxième, c'est 0, 1, moins 11 septièmes. Puis la troisième ligne, c'est toutes des zéros. Mais pour revenir à mon système d'équations, on a laissé de côté les variables, mais on va les remettre ici. C'est le vecteur, ben, la matrice des variables x, y, z. Et on remet en fait la matrice des constantes, égale à 1, 1, 0. Puis à partir de ça, cette étape-là, je l'ai faite, mais vous ne serez pas obligé de la faire nécessairement. Mais à partir de là, si on applique le produit matriciel, ben vous avez cette ligne-là qui est multipliée par cette colonne-là. Donc, ça vous fait 1 fois x plus 0 fois y moins 5 septièmes fois z. Donc, je vais l'écrire. Ça me fait x moins 5 septièmes z, qui est égal à 1. Je continue, je prends la deuxième ligne, je multiplie par le vecteur ici. 0 fois x, 1 fois y, moins 11 septièmes fois z. Fait qu'ici, on avait dit qu'on avait y moins 11 septièmes fois z, qui est égal à 1. La dernière ligne, dans le fond, vous avez 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z est égal à 0. Cette ligne-là est vraie, peu importe les valeurs qu'on va donner à x, y et z, mais c'est toute une ligne de 0, donc en fait, je ne l'écrirai pas dans la solution. Fait que ça me donne ça. Mais encore, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça veut dire quoi en fait? Parce que ça, c'est notre solution. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de solution, qu'on a une seule solution, qu'on a une infinité de solutions? Puis qu'est-ce qu'elle représente, cette solution-là? Donc, à partir de là, dans le fond, on voit que nos éléments pivots sont à la position des x, des y. Donc, ce qu'on va faire, nos variables, ce qu'on appelle les variables qui sont liées, ce sont les variables pivots. Donc, ça veut dire que x et y sont les variables liées. Puis le z va devenir notre variable qui est indépendante, la variable libre. Ou si on aurait pu dire x et y, les variables dépendantes, puis z, la variable indépendante. Fait que la prochaine étape, ça va être d'isoler nos variables pivots, toujours dans le but d'interpréter notre solution. Donc, pour arriver à bien interpréter notre solution, on a parlé des variables pivots, donc on va les isoler ici, donc le x, le y. Donc ici, j'ai x qui est égal à quoi? 1 plus 5 septièmes z et y qui est égal à 1 plus 11 septièmes z. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Dans le fond, on a dit, ce qu'on voit ici, c'est que lorsqu'on attribue une valeur à z, ben le x et le y sont déterminés. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de variables indépendantes, variables dépendantes. X et y sont les variables dépendantes, mais on peut les appeler aussi les variables liées.
Puis le Z ici, c'est la variable indépendante, mais on peut l'appeler aussi la variable libre. Après, quand va venir le temps d'écrire la solution, cette solution-là, dans le fond, on peut l'écrire sous forme paramétrique ou sous forme vectorielle. Fait que je vais le faire des deux façons parce qu'on peut vous demander les deux. Fait que solution sous forme... On va commencer par la paramétrique. Sous forme paramétrique. Paramétrique. Ça s'en vient. OK. Donc, on veut écrire les solutions. Donc, ici, on a X, Y, puis Z. Puis quand on paramétrise, c'est comme si on introduit un paramètre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre variable libre, on va la poser comme étant le paramètre qu'on va introduire. Mettons qu'on prend T. La lettre qu'on prend pour être... C'est pas nécessairement T, mais là, ici, je vais prendre T. Fait que je renomme ma variable Z par T. Donc, dans ce cas-là, mon X, il est égal à quoi? Lui, il est égal à 1 plus 5 septième Z. Mais maintenant, mon Z s'appelle T. Donc, quand je vais réécrire l'équation sous forme paramétrique, je vais mettre quoi? Je vais mettre 1 plus 5 septième T. Le Y doit satisfaire cette équation-là, mais maintenant, mon Z s'appelle T. Donc, ça veut dire que je vais avoir Y qui est égal à 1 plus 11 septième T. Puis mon T, dans le fond, comme il est égal au Z, c'est une variable libre, donc il peut prendre n'importe quelle valeur dans les réels. Ça veut dire qu'à chaque fois que je me choisis une valeur dans les réels, ça détermine un point de coordonnées X, Y et Z. Par exemple, si T est égal à 0, je suis à quel? C'est quoi ce point-là, cette solution-là? Bien, vous remplacez le T partout par 0 ici, et ça va nous donner 1, 1, 0. Si T est égal à 1, bien, vous allez calculer un nouveau point. Donc, en fait, on voit que dans l'exemple qu'on a ici, on trouve une infinité de solutions. Mais géométriquement, ça représente quoi, tout cet ensemble de points-là? Bien, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est l'équation d'une droite. Vous avez vu les droites sous différentes formes, mais une des formes que vous avez travaillées, c'est la forme paramétrique. Donc, c'est justement l'équation d'une droite ici. Par contre, on pourrait aussi vous la demander sous forme vectorielle, ou vous demander d'écrire la solution sous forme vectorielle. Fait qu'on va le faire. Solution sous forme vectorielle. Bien, ça le dit dans le nom, vous allez avoir des vecteurs sous cette forme-là. Oups. Tiens, je vais le faire de deux façons aussi, la vectorielle. On pourrait reprendre, dans le fond, ici, ben, notre X, Y, Z, le mettre sous forme d'un vecteur comme ça, ligne, qui est égal à quoi? Qui est égal au vecteur des constantes, 1, 1, 0, plus T fois le vecteur 5 septième, 11 septième, 1. Je prends les coefficients qui multiplient le paramètre T. Donc, ça me donne 5 septième, 11 septième, 1. C'est encore la même droite, c'est juste qu'elle est écrite sous une autre forme. C'est une autre des formes que vous aviez vues. Ça ici, c'est le vecteur directeur de la droite. Puis ça, c'est un point qui est sur la droite. OK? Mais une autre forme sous laquelle vous allez peut-être voir des fois exprimer la solution, c'est qu'au lieu de l'écrire avec un vecteur comme ça, ligne, on va l'écrire à l'aide d'un vecteur colonne. Fait qu'on va tout simplement mettre X, Y, Z, qui est égal, au lieu de le mettre sous forme d'un vecteur ligne, je le mets sous forme d'un vecteur colonne. Donc 1, 1, 0, plus T fois 5 septième, 11 septième, 1. Donc, c'est toute la même solution, c'est tous les mêmes points, mais qui sont écrits sous différentes formes. Fait que forme vectorielle, forme paramétrique, mais dans les deux cas, ça représente une droite. Ça veut dire que nos trois plans qu'on avait au départ s'intersectent en une droite.
Puis là, ce qu'on vient de trouver, ben, c'est l'équation qui donne tous les points de cette droite-là. Maintenant qu'on a vu comment résoudre le système d'équations à la main avec Gauss-Jordan, on va le résoudre avec la calculatrice. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps comment le faire sur une page de calcul, puis après ça, on va le représenter graphiquement sur une page graphique. Donc, tout d'abord, pour le calcul, bien, on s'ouvre une page de calcul. Puis la commande pour appliquer Gauss-Jordan, c'est RF. Donc, vous pouvez l'écrire. Puis qu'est-ce que ça prend en entrée? Bien, ça prend la matrice augmentée sur laquelle on a appliqué l'algorithme. Donc ça, la matrice, on peut aller dans Menu, Matrice et vecteur 7 et créer une matrice. Donc notre matrice augmentée, elle a 3 lignes parce qu'il y a 3 équations. Puis on lui a augmenté une colonne, donc il y a 4 colonnes. Puis là, ben, on rentre ce qu'on avait. Donc ici, on a 3, moins 2, 1, 1. Je vais les rentrer ligne par ligne. 2, 1, moins 3 et 3. Et finalement, on a 12 sur la dernière ligne, moins 1, moins 7 et 11. Donc ici, si je fais Enter, ben on va obtenir en fait la matrice échelonnée réduite. C'est sûr qu'à partir de là, vous ne pouvez pas juste donner ça comme réponse. À partir de la matrice échelonnée réduite, vous allez devoir passer, comme j'ai fait à la main, à ramener ça sous forme d'équation. Donc, ce que j'avais fait ici, c'est comme si vous rajoutez la colonne, si vous mettez une ligne verticale, ouais, c'est ça, ligne verticale, donc, puis qu'on isole le X et le Y qui sont les variables pivots. Puis on va obtenir exactement la même réponse que j'ai obtenue quand je l'ai fait à la main. Donc ça, c'est pour la résolution avec la calculatrice. Donc là, on va représenter graphiquement la solution. Donc pour ce faire, on va tracer chacune des équations qu'on avait dans le système d'équations. Fait que je vais commencer par m'ouvrir une page graphique, ici. Et comme les équations sont à 3 variables, ben ça va être représenté dans R3. Donc, il faut aller dans l'environnement graphique 3D. Donc, pour ça, on va dans Menu, Affichage et Représentation graphique en 3D. Donc, ici, vous avez le choix du mode fonction ou paramétrique. Étant donné que dans nos équations, ça va être facile d'isoler le Z, ben, on peut très bien le donner comme une fonction. Donc, dans la première équation, si on isole le Z, on va trouver Z est égal à 1 plus 2Y moins 3X. Et quand je vais faire Enter, ben on va avoir le plan qui va, qui représente l'équation. Puis, pour voir la solution, ben, je vais rajouter, en fait, dans le graphique, les deux autres plans. Donc, pour rajouter un autre graphique, on fait Tab. On va rester en mode fonction, puis on va isoler le Z dans la deuxième équation, ce qui va nous donner l'expression 3 moins Y moins 2X sur moins 3. Je fais Enter. Fait que là, j'ai mon deuxième plan. Puis, on va tout de suite rajouter le troisième plan qui correspond à la troisième équation. En isolant toujours le Z, cette fois-ci, on va avoir 11 moins 12X plus Y sur moins 7. Et Enter. Donc là, on voit nos trois plans qui ont l'air de se croiser en une droite. Donc, j'ai juste arrangé un petit peu. Je l'ai mis en mode ordinateur. Donc, on voit les trois plans qui se croisent ici en une droite. Puis justement, ce qu'on a trouvé en résolvant le système d'équations avec Gauss-Jordan, c'est l'équation de cette droite-là qu'on avait donnée sous forme paramétrique et sous forme vectorielle. On pourrait même la tracer aussi dans le graphique ici. Ce que je dois faire, c'est rajouter un autre graphique qui est la droite. Je fais Tab. Cette fois-ci, par contre, on va aller, notre droite n'est pas sous forme d'une fonction. Donc, on va la prendre sous forme paramétrique. Donc, ici, on va aller, je vais juste aller dans le mode calculatrice. Donc, on va aller dans le mode paramétrique. Puis là, on va rentrer les équations de la droite. Ça, on les avait déjà trouvées.
Fait que je vais juste les ajouter ici. Donc, on a que x est égal à 1 plus 5 septièmes fois t. C'est par 7 fois t. Le paramètre U, on ne s'en servira pas ici parce que justement, comme c'est une droite dans R3, il y a un seul paramètre. Là, on a choisi T. Y est égal à 1 plus 11 septièmes. 11 divisé par 7 fois T. Et finalement, le Z est égal à T. Ensuite, ce qu'on pourrait faire quand vous allez dans les 3 petits points, c'est pour ajuster l'intervalle de variation des paramètres, le T et le U. Le U, comme il n'intervient pas dans les équations, on va le laisser pareil. Mais le T, on peut le changer. Par défaut, le T, c'est un angle, mais ici, ce n'est pas un angle. Donc, on pourrait mettre, par exemple, le T allant de moins 10 à 10. Mais c'est juste un exemple. Je fais OK. Et là, je fais Enter. Bon, on le voit peut-être. Ben oui, on la voit quand même ici, la droite d'intersection. Mais peut-être pour le voir encore un petit peu mieux, là, je pourrais enlever les 3 plans. Oups, par contre, les plans sont en mode fonction. Fait que je vais juste aller dans fonction. Puis on va enlever la sélection. Tiens, juste pour que vous voyez, dans le fond, la droite qu'on a tracée, ben, c'est tous les points communs entre les 3 plans. Évidemment, on en voit juste une partie, mais cette droite-là est infinie. Ouais, voilà. Fait que je peux les rajouter là, maintenant. C'est juste pour vous montrer. Fonction, on les remet. Clic, clic. Escape. On a nos 3 plans. Et je vais revenir parce que c'est plus beau quand même dans le mode calculatrice. Donc, voilà, on vient d'illustrer la solution sous forme graphique avec la calculatrice.